Et maintenant, je voulais faire un petit focus sur vraiment ce qui nous a ouvert les yeux, c'est le monde de l'entreprise en France. Je pense que c'est important de bien le dire aux gens qui regardent cette vidéo. Quand vous êtes entrepreneur en France, vous êtes la bête à abattre. Tu vas avoir des gros problèmes, toi. Mais pourquoi? Oh putain, j'aimerais pas être à ta place. Mais j'ai le conseil. Oh putain, ils vont te zigouiller. Mais... Si vous réfléchissez à monter votre entreprise, je vous conseille de regarder la suite. Vous allez avoir des informations très très importantes. Et même si vous ne réfléchissez pas à monter votre entreprise, regardez la suite parce que vous verrez, c'est des choses qu'on n'imagine pas tant qu'on est salarié. Alors il y a tellement de galères quand tu es à ton compte en France que je sais pas vraiment par où commencer. Je pense que je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique de mon expérience. Ça a démarré quand j'ai créé ma société. J'ai 37 ans, j'ai jamais eu aucun souci avec la justice. Le premier truc qui m'a choqué, c'est que quand j'ai créé ma boîte, un jour j'ai trouvé dans la boîte aux lettres, 2-3 jours après la création de la société, une lettre du tribunal. Je me suis dit putain, qu'est-ce que j'ai foutu? J'étais flashé par un radar et puis je me suis pas rendu compte que j'ai écrasé quelqu'un au passage ou quoi. Non, en fait c'était pour me dire que voilà, ils avaient reçu les papiers de création de la société, que c'était en cours, etc., etc. Mais je trouve que c'est déjà un super mauvais signal à envoyer aux gens. Alors c'est normal, c'est la procédure classique, le registre du commerce est au tribunal de grande instance de la préfecture, je crois, de ton département. Je pense que ça serait beaucoup plus intelligent de créer un organisme à part, et puis d'avoir un truc un peu, je sais pas, un peu sympa, puis qui t'incite à bosser, quoi. Là, tu démarres ta vie d'entrepreneur, bam, une lettre du tribunal, ça veut dire, mon gars, méfie-toi, on t'a à l'œil et c'est le début des emmerdes. Le deuxième truc qui te saute très vite aux yeux quand tu crées ta boîte en France, c'est les papiers. Papier, 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 papier. Et là, tu te rends bien compte que la France n'est pas productive, que la France a des tonnes de normes à la con. Il faut savoir que par exemple, quand tu crées une société, tu vas devoir déposer une annonce dans un journal officiel. Franchement, je me demande à quoi ça sert ce genre de conneries. Déjà, ça te fait perdre plusieurs jours pour avoir le devis, pour envoyer l'annonce, pour que l'annonce soit parue, pour récupérer la preuve de cette parution et la mettre dans ton dossier de création de société. Super facile, 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Pourquoi on fait ça? Expliquez-moi pourquoi on fait ça. Pourquoi je suis confus? Je vais vous donner les titres des journaux. Par exemple, par chez moi, les journaux officiels, il y en a un qui s'appelle Paysan du Haut-Rhin. Le deuxième, il s'appelle Le Journal des Ménagères. Qui lit ça? Dites-moi, il y a quelqu'un, j'aimerais bien trouver un mec un jour qui lit Paysan du Haut-Rhin. Sérieux, dites-moi, parce que c'est même pas un journal qui parle d'agriculture. C'est un journal officiel, c'est des gens, je pense, qui étaient bien placés, qui étaient copains avec quelqu'un qui était plus ou moins dans le gouvernement à un moment, et on leur a dit, toi, tu vas être journal officiel, tu vas prendre 200 balles par annonce. Parce que ouais, il faut savoir que ça coûte 200 €. Tu fais une annonce de 4-5 lignes, 200 €. C'est vraiment n'importe quoi. Ça sert à rien. Si, je vais te dire même d'ailleurs à quoi ça sert juste après, mais les tarifs sont exorbitants parce qu'on croit que comme tu commences à créer ta boîte, de toute façon, t'as plein de sous. T'as que ça à foutre de jeter 200 € par-ci par-là. Et j'arrose tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une honte bien française. Je pense que c'est spécifique à chez nous, je suis pas sûr qu'il y ait ça qui existe dans d'autres pays. Ensuite, à quoi ça sert le journal officiel? Quand tu crées une annonce comme ça, les seuls qui lisent vraiment le journal officiel, c'est des boîtes, c'est pas vraiment des boîtes, mais c'est des organismes, des systèmes qui créent des arnaques. Et en fait, c'est à cause de ces parutions, que quand tu vas créer ta boîte, tu vas recevoir plein d'arnaques avec des faux mails, avec des en-têtes infogreffes, etc. Parce que dans les annonces du journal officiel, tu es obligé de mettre toutes tes coordonnées. Donc tu vois un peu le truc tordu qu'on nous impose en France, tu es obligé de mettre cette annonce qui te coûte un bras dans un journal que plus personne lit, à part les mecs qui vont essayer de t'arnaquer. Ça, c'est magnifique et ça te démontre bien comment c'est organisé en France et ça te fout dans le bain tout de suite. Le deuxième truc au niveau des papiers qui t'énerve quand tu crées ta société, c'est le cabis. Alors le cabis, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment le symbole que la France, pareil, n'avance pas. C'est un truc tout simple, en fait c'est un peu une carte d'identité de la société, je te en mets une dans la vidéo, c'est un spécimen, c'est pas un vrai, tu vois, c'est pas sorcier. Il y a le capital social, il y a la forme de la société, il y a l'adresse, l'objet et 2 ou 3 infos, c'est vraiment quelque chose de super basique. Franchement, ça devrait pouvoir être fait grand max en 1 semaine, mais encore 1 semaine, je suis gentil, on est à l'heure d'internet, on peut créer des robots ou créer un logiciel qui te fait tout ça automatiquement une fois que tu as donné les bons papiers. Il faut savoir qu'en France, il y a pas mal de régions où tu vas attendre ton cabis pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Donc pendant tout ce temps-là, t'attends comme un con avec ton dossier, t'as pas de boulot parce que toi t'as lâché ton boulot d'avant, t'as commencé à contacter tes fournisseurs et tout, mais comme tout n'est pas créé, tu peux pas encore les payer, de toute façon tu peux pas démarrer, donc tu vas pas, par exemple pour ton magasin de vélo, tu vas pas commander tous tes vélos et les laisser chez toi pendant 3 mois le temps d'attendre le cabis. Ça tend à s'améliorer, je vais pas être mauvaise langue, l'État a créé ce qu'ils appellent un guichet unique qui apparemment va un peu plus vite, mais même 3 semaines, c'est beaucoup trop.
c'est un truc qui devrait être fait super vite à partir du moment où tu amènes tous les papiers. C'est pas compliqué de remettre le nom, l'adresse, etc., de faire un papier certifié puis d'envoyer ça et que tout soit enregistré informatiquement. Là où en plus c'est énorme et où tu commences à t'arracher les cheveux dès les premiers jours de pseudo-création de ton entreprise, c'est que en France, sans ce cabis, tu peux rien faire. Et en fait, tout le monde se renvoie la balle. Moi je me rappelle, hein, tu vas à la banque, tu demandes à créer un compte bancaire pour ta société, bah, ils vont te demander le cabis. Le problème c'est que pour avoir le cabis, pour faire le dossier du cabis, il faut ton RIB. Donc comment tu fais pour avoir un RIB si tu peux pas créer le compte bancaire? Pareil pour les assurances, bref, personne n'ose se mouiller, personne se lance, hein, c'est très français, et tout le monde se renvoie la balle, tout le monde te renvoie dans les pattes l'un d'autre, donc il faut essayer de trouver un interlocuteur un peu plus sympa que les autres. Moi j'avais réussi avec la banque à avoir un compte bancaire provisoire, tant que tous les documents n'étaient pas là, mais ça me permettait d'avoir un RIB pour enregistrer mon cabis. Mais là encore une fois, c'est pas normal du tout. Tu vas déposer tes papiers, tu devrais avoir ton cabis direct, et après ça te permet de démarrer correctement et sereinement toutes les étapes de la vie de ta société. Vie qui bien sûr va être bien mouvementée et bien chargée en papier parce qu'en France on aime ça. Alors franchement tu vas recevoir des papiers pour tout, tu devras faire des papiers pour tout. Dès que tu veux développer quelque chose, tu es obligé de faire des papiers. Moi par exemple je m'étais dit on va ouvrir le magasin les dimanches pendant la belle saison. Hop, 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 hop. On est en France, tu te fais pas ce que tu veux, même si c'est ton magasin, même si c'est tes sous, même si c'est toi qui bosses. Il y a des secteurs qui sont réglementés, tu peux pas travailler les jours que tu souhaites, ou alors il faut te faire des demandes, il faut faire des dérogations. Si tu fais travailler des salariés le dimanche, voilà, malheureux. Suivant ta convention collective, ça va entraîner pas mal de complications. Bref, tout se fait pas aussi facilement et tu as intérêt à aimer le papier. Le papier, là, le papier de merde. C'est un papier de merde. Hein. Je vais te donner un autre petit exemple, alors celui-là, il est fou. Quand j'ai ouvert mon dernier magasin, j'ai récupéré un bâtiment, un local qui était neuf. J'ai voulu mettre une enseigne dessus, ce qui paraît normal, hein, ce qui paraît basique. Tu démarres une entreprise, tu loues ton local, tu mets ton enseigne dessus pour faire ta pub, pour te faire connaître, pour te faire voir. Bah tu vois, en France, encore une fois, ça marche pas comme ça. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'ai dû faire un dossier de 9 pages, plus les annexes. Tu te rends compte, 9 pages de dossier à remplir. Je te le mets à l'image, tu vas voir, le dossier est fou. Alors bien sûr, on te demande la hauteur de l'enseigne, la largeur, la taille, etc., de combien elle dépasse. On va te demander un plan cadastral, on va te demander un plan de masse. C'est un tas de choses, des fois que, je sais pas, ton enseigne pourrait blesser quelqu'un et faire prendre feu à l'hôpital qui est à côté. Si tu as une enseigne lumineuse, on va te demander de mesurer la réflexion de ton enseigne de jour, de nuit, parce que t'as que ça à foutre. T'es en train de créer ta boîte, tu vas aller de nuit pour essayer de mesurer combien éclaire ton enseigne, si ça peut gêner les oiseaux, si ça peut gêner les voitures. Est-ce que tu te rends compte un peu du niveau? T'as des pays, enfin, on va te demander de mesurer ton enseigne de nuit, alors qu'à Las Vegas, ils ont des écrans mais immenses de partout, ça pourrait éclairer jusqu'à la Lune. Pareil à Singapour, pareil dans plein d'autres villes. On est vraiment des malades. C'est des malades. C'est des malades. Je passe, hein, je vais pas te faire toutes les cases de dossier pour l'enseigne, hein, mais pour nous ça a pris un temps fou. Parce qu'on te demande si tu es dans une zone qui est classée au bâtiment de France. Si c'est le cas, il faut contacter un architecte des bâtiments de France, il faut lui envoyer un dossier aussi à lui, il faut que le gars il vienne voir, qu'il donne son avis pour après renvoyer le vrai dossier. On te demande si c'est une zone où il y a des espèces protégées, enfin c'est assez hallucinant. Tu peux pas travailler tranquille. Déjà que ça n'avance pas, mais en plus on te laisse pas bosser, et c'est comme ça vraiment pour tout. Hein. L'enseigne c'est vraiment un détail, tu vas avoir ça tout au long de la vie de ta société. Le truc par contre où l'État français m'a épaté, c'est sur vraiment le système de taxes, de prélèvements qui est mis en place auprès des entreprises. Alors là-dessus, on a été excellent. Je sais pas vraiment quand ça a été mis, mais c'est un système qui est super bien rodé, super bien pensé. Vous avez déjà un timing qui est terrible. Vous avez, toutes les taxes ne tombent pas au même moment, parce que sinon le gaz ferait saigner et il fermerait au bout d'un mois ou 2 mois et l'État pourrait plus gratter sur son dos. Donc tout au long du mois, vous avez des petites taxes qui tombent. Vous avez le RSI qui va tomber plutôt au début du mois, en tout cas c'était le cas pour moi. Ensuite vous allez avoir votre TVA. Entre deux, vous avez le prélèvement pour l'impôt sur les sociétés, mais qui est décalé sur certains mois, c'est le prélèvement pour la CFE. Tout ça, tout au long du mois, va se chevaucher, mais de façon particulièrement bien étudiée, pour que tu aies toujours l'impression d'avoir un peu de trésorerie, que tu aies toujours l'impression de gagner un peu de sous. Imagine s'ils mettent toutes les taxes, par exemple 3-4 jours d'affilée, et à un moment tu vas être dégoûté parce que tu vas voir que ton compte fait que descendre. Là, pas du tout. Ils ont fait en sorte qu'à chaque fois tu regagnes des sous pendant 1 semaine, 2 semaines, et hop, ça redescend. Et tu regagnes un peu, et ça redescend. Ça fait que d'ailleurs, en termes de gestion, c'est super compliqué de savoir exactement la trésorerie que tu as, ou la trésorerie que tu vas avoir, avec toutes les factures qui vont sortir, et surtout toutes les taxes qui vont sortir. Tout ça, c'est vraiment étudié, c'est pas fait par hasard. Comme par hasard. Oui, bon. Pareil, il y a des moments dans l'année où l'État va te redonner un peu d'argent, va te reverser un trop perçu. Ça tombe toujours au bon moment, hein, quand tu
Ah, le trop perçu, c'est qu'après, il y a un gros truc qui va arriver d'une autre taxe, mais ça va servir à ça. Idem pour les déductions. Il y a certaines déductions qui sont faites pour les entreprises, ou certaines choses que tu peux mettre dans tes charges pour que bah voilà, les entrepreneurs fassent pas non plus trop pitié en France, pour qu'ils aient l'impression de vivre quand même un petit peu. Le truc tout simple hein, que tout le monde connaît. Le nombre de gens que j'ai pu voir, même dans mon entourage, qui m'ont dit « Ah mais lui, son restaurant, ça doit bien marcher, il a une putain de voiture, ah mais lui, il se fait plaisir, il a une belle BM, c'est qu'il doit pas être malheureux. » Si tu as un petit peu de chiffre d'affaires, ce qui arrive normalement à toutes les sociétés, à moins que tu aies 0 client toute la journée, bah cet argent, si tu le prends pour toi, tu as des charges de fou, tu vas te faire massacrer, tu vas presque rien en retirer parce qu'on va t'en prendre la moitié. Par contre, si tu le prends pour mettre par exemple dans une voiture, dans de la déco, dans des nouvelles caisses à l'entrée de ton magasin, et bah ça sera déduit de ce qui est imposable, de ce qui est taxable. Donc bah naturellement tu le fais. Donc les gens se disent bah voilà, ça marche bien, les entreprises autour marchent bien, et puis en plus ça donne envie à d'autres gens de se faire prendre dans la machine, on va dire, de mettre la main dans la machine. Sans savoir vraiment que cet argent, de toute façon tu peux pas le prendre, il pourra jamais être à toi, et on va le voir ça juste après. Le truc le plus choquant également dans tout ce système de taxes, c'est vraiment le ton qui est employé. Là encore, je vais mettre un petit bémol, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu. Depuis Macron, on va lui donner au moins ça, il aura moins fait ça. Parce que c'est notre projet! Avec cette idée du droit à l'erreur, on a l'impression que les organismes, l'État est un peu moins rentre dedans avec les entrepreneurs. Je pense qu'ils ont compris qu'ils ont été un peu loin, mais il faut voir le ton des lettres que tu reçois des fois ou des relances. C'est cela, oui. C'est cela, oui. À titre perso, j'aurais jamais osé parler à un fournisseur ou à un client comme ça, hein. C'est vraiment à quoi le perdre. Mais l'État, on n'a rien à foutre, hein. Toi, tu es vraiment là pour payer, et il faut que ça soit bien clair, donc ils hésitent pas, ils te mettent, comme on dit, te mettent la tête sous l'eau. Je précise en plus que dans mon cas, j'ai toujours une société qui a jamais eu de soucis de trésorerie, qui a toujours payé ses factures en temps et en heure, sauf les fois, bah justement, on n'a pas reçu les factures. Donc pour moi, c'était plutôt cool. J'ose pas imaginer les gens qui ont vraiment des gros retards de paiement, qui ont mis en place des échelonnements, des choses comme ça. Ça doit être vraiment délicat et dur à vivre au quotidien. Là où j'aimerais bien attirer l'attention des gens dans cette vidéo, c'est aussi sur le rôle qu'ont les entrepreneurs en France dans la société. Souvent, quand tu es patron, ça peut paraître un peu négatif, ça a toujours une image un peu péjorative. On voit le gars justement qui a une grosse bagnole, qui a une grosse société, qui exploite un peu des gens. Il faut savoir que la plupart des entreprises en France, hein, c'est des PME et des TPE, c'est des entreprises de moins de 10 salariés ou moins de 5 salariés si je me trompe pas. Donc c'est vraiment pas des gens qui roulent sur l'or. Malgré ça, c'est vraiment eux qui tiennent la société à bout de bras. Je vous explique pourquoi, il y a 2 points principaux. Le premier point, c'est que les entreprises travaillent énormément pour l'État. Les entreprises collectent la TVA, depuis peu elles collectent l'impôt sur le revenu, elles collectent les charges sociales, donc tout ça c'est un gros boulot que l'État n'a pas à faire. En plus, les sociétés payent pour faire ce travail. Imaginerais toi, en tant que particulier, en tant que salarié, payer un comptable 2, 3, 4 mois de salaire pour pouvoir dire à l'État combien tu dois payer d'impôts chaque mois. Bah, c'est ce que font les entrepreneurs et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Vive la République! Vive la France! En plus, les entreprises servent de trésorerie pour l'État. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur ce point, mais il faut que je vous explique pour que ça soit quand même compréhensible. Quand tu es professionnel, quand tu as une société, tu vas être exonéré de TVA. Mais quand tu achètes un produit, tu vas payer de la TVA dessus. Si j'achète, je sais pas, un casque de vélo à 100 € hors taxe, je vais le payer 120 €. Et les 20 € de TVA, ils me seront remboursés le mois d'après ou un mois et demi après à peu près. Et bah pendant ce temps-là, avec ces 20 €, l'État va pouvoir travailler. C'est une avance de trésorerie, un peu comme le font les banques par exemple avec l'épargne des clients. Donc si tu réfléchis bien sur le principe, c'est assez fou. C'est toutes ces petites boîtes, c'est le boulanger de ton secteur, le mécanicien, le boucher qui est à côté de chez toi, qui finance en fait tout ce que fait l'État. Et en remerciement, bah, qu'est-ce que fait l'État? Ils vont les taxer. Ils vont les taxer de fou, et puis s'ils ne payent pas, en plus, ils vont envoyer des lettres de relance bien corsées. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le deuxième point pour lequel la société repose vraiment sur les entrepreneurs, c'est que c'est les piliers de la solidarité. Il faut savoir que quand tu es entrepreneur, tu vas payer les charges sociales pour tes salariés. Alors les gens vont me dire, ouais mais non, c'est les salariés qui gagnent cet argent et qui reversent à l'État. C'est vrai, dans le fond c'est vrai, vous avez raison. Mais dites-moi sincèrement, si votre patron vous versait tous les mois par exemple 3 000 € au lieu de vous verser le SMIC qui vous paye actuellement. Parce que 3 000 €, hein, c'est à peu près ce que coûte un salarié au SMIC à l'entrepreneur. Si vous donnez ces 3 000 €, vous les avez sur votre compte et tous les mois, vous devez reverser un peu pour la TVA et surtout vous devez payer les charges sociales. Vous devez payer à peu près 800 € que vous repayez à l'État. Vous faites un virement de 800 € comme ça tous les mois. Mais pour prouver que vous n'avez pas triché, vous payez en plus le comptable, comme on disait avant, qui va vous coûter à peu près 2-3 mois de salaire. Est-ce que vous le feriez? Sincèrement, dites-moi en commentaire. Moi, je vous le dis clairement, hein, pour les accidents de vie, un cancer, un accident, etc., aucun problème. Même, je veux bien donner plus. Par contre, pour les gens qui vont pas aller au boulot parce qu'ils ont mal au ventre, qui vont pas aller au boulot parce qu'ils ont la flemme, franchement, ça me fait chier. Je m'en fous.
j'en ai rien à foutre. Je suis désolé de le dire comme ça, mais voilà, c'est un fait, hein. Aujourd'hui ça m'emmerde de payer pour ça. Même pas. Le plus écœurant en France pour les petits entrepreneurs, parce que là pour les grosses ça me gêne un peu moins sur ce point-là, c'est qu'on leur demande de tout faire. Alors comme j'ai dit avant, ils collectent les taxes, ils versent les charges sociales. Ça, à la rigueur, c'est leur rôle quand même. C'est normal de prendre soin de ses salariés, qu'il y ait un bon climat de travail, etc. Mais si vous regardez toutes les obligations qu'a aujourd'hui un entrepreneur vis-à-vis de ses salariés, je suis désolé, mais sur une boîte de 3-4 personnes, les gens s'imaginent pas à quel point c'est dur de créer du travail pour une personne, de créer du travail à temps complet qui rapporte suffisamment d'argent pour payer cette personne. Il faut savoir que par exemple pour payer une personne au SMIC, elle vous coûte à peu près 3 000 € par mois. Si vous avez une marge, on va dire, de 50%, ça veut dire qu'il faut réussir à faire 6 000 € hors taxe de chiffre d'affaires grâce à cette personne pour qu'elle vous ait coûté zéro. Elle vous a pas rapporté d'argent, mais vous avez réussi à payer son boulot. Et ben en plus de tout ça, l'employeur va devoir faire tout un tas de choses pour le salarié, que je trouve justifié dans des très grosses boîtes, qui ont un CE, qui ont des directeurs des ressources humaines, qui ont des cabinets qui peuvent s'occuper de tout ça, mais qui sont complètement injustifiés pour les PME et TPE. Il faut savoir que l'entrepreneur doit mettre en place un contrat de mutuelle prévoyance. Il faut savoir qu'il doit payer une visite médicale. Quoi sert la visite médicale si on met déjà en place un contrat de mutuelle? Pourquoi aller payer 80 balles pour une visite médicale qui souvent est pipeau en plus? On travaille plus dans les mines comme avant. Quelqu'un qui bosse au bureau, le risque de travail est vraiment très limité. Quelqu'un qui vient faire la caisse au magasin de vélo, je suis pas sûr que ça soit vraiment très important de tester tous ses réflexes, de tester sa vue, etc. En tout cas, c'est pas le rôle de l'employeur. Il y a un suivi médical déjà toute l'année en France. On paye une mutuelle, pourquoi on se rajoute encore ça? Dans les grandes villes aujourd'hui, tu dois participer au paiement du titre de transport de tes employés. Tu dois parfois, suivant l'organisation du travail, les aider pour les repas le midi. Bref, dans quelques années, on va se retrouver avec des entrepreneurs qui auront 3-4 salariés qui vont bosser comme des fous et qui bientôt, ils vont leur prendre le linge la journée pour aller le laver chez eux et puis ils leur ramèneront les slips repassés le lendemain matin. Vous êtes content? Vous avez tout ce qu'il faut? Je trouve ça assez incroyable et ça c'est vraiment un point qui devrait changer. Malheureusement, vu le regard qu'a le gouvernement sur les entrepreneurs en France, je pense que c'est pas prêt d'évoluer. Quand vous êtes entrepreneur en France, vous êtes une vache à lait. Vous allez avoir des taxes pour tout et tout le temps pendant toute la durée de la vie de votre entreprise. Il faut savoir que par exemple, même quand vous liquidez votre entreprise, vous allez être taxé, hein, vous allez devoir payer quelque chose. Si vous fermez, c'est que vous avez plus de sous, bah on va quand même vous redemander des sous, ce qui est assez incroyable, mais tout ça, c'est un vrai business pour l'État et c'est assez hallucinant. Si je prends mon expérience personnelle, j'ai revendu ma société. Très content, j'ai vendu en faisant une belle plus-value, on a bien augmenté la valorisation de l'entreprise, on avait bossé dur pendant 10 ans, on a été récompensé de nos efforts. Cet argent qu'il y avait dans la société et puis la société en elle-même, qui a déjà survécu à 10 ans de taxes, hein, qui a survécu aux charges sociales, qui a survécu à la CFE, qui a survécu à l'impôt sur les sociétés, qui a survécu à tout un tas de taxes inimaginables, et ben une fois qu'on l'a revendu, bah sur la vente, on a encore eu des taxes de dingue. C'est incroyable. On a payé presque 50 000 € de taxes. T'es un criminel, bandit! Donc il ne vous lâche jamais. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes. C'est quelque chose qu'on avait prévu, mais c'est franchement dégueulasse. Pour moi, le symbole que les entrepreneurs sont vraiment considérés comme de la merde en France, c'est les charges sociales. Alors vous avez sûrement tous entendu parler du RSI ou de l'URSSAF. Aujourd'hui, ils ont changé le nom hein, parce que je pense qu'il y avait trop de casseroles. Ça s'appelle la Sécurité sociale des indépendants. C'est l'organisme qui collecte les charges sociales. Nous sommes l'URSSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes. Pour ceux qui ne voient pas trop bien, les charges sociales, c'est quelque chose qui va servir à 6 aspects, on va dire, de la vie. Alors je les ai plus tous bien en tête, mais en gros il y a la maladie, ça sert à payer les arrêts maladie, la retraite pour plus tard, la famille, donc ça sert à verser les prestations de la CAF entre autres, et vous avez encore 2 ou 3 aspects comme ça de la vie. Ça sert, on va dire, de protection. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui fait que... normalement, on a envie de vivre en France, et sur le papier, c'est quelque chose de très bien, hein. Je suis absolument d'accord avec ça. Ça a été mis en place à l'après-guerre, et c'était complètement logique à cette époque, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvaient orphelins, de femmes qui se retrouvaient seules, beaucoup de gens qui étaient très abîmés par la guerre, qui avaient été au front, etc., qui avaient besoin de soins importants, qui pouvaient plus forcément bosser, donc sur le papier, c'était vraiment quelque chose d'honorable. Par contre, on en est arrivé à quelque chose qui est complètement dévoyé, hein, qui est vraiment ultra malsain. Vous avez sûrement déjà vu des reportages hein, où on montre des gens, alors beaucoup d'agriculteurs ont été dans ce cas-là d'ailleurs, qui ont fini par se suicider hein, à cause du RSI, à cause de l'URSSAF. Il faut savoir qu'en gros, quand vous êtes à votre compte, si vous vous payez 1000 €, on va dire, vous allez payer 500 € de RSI tous les mois. Et là, c'est vous qui les payez, hein, c'est pas l'employeur, c'est pas de l'argent que vous voyez pas, etc. C'est vous qui les sortez. Ça fait vraiment mal.
Donc en gros, quand vous payez 1000 euros, il faut être sûr que vous avez 1500 euros d'avance. Ce qui est très important à savoir, c'est que quand on crée une société en France, si un jour la société coule, en général, suivant la forme de la société, les dettes sont plus ou moins effacées. Les dettes avaient rapport avec l'activité professionnelle. Votre activité professionnelle s'est arrêtée, vous devez 10 000 euros à un fournisseur. On prend tout ce qui reste sur le compte de la société pour payer ces 10 000 euros, mais une fois que c'est terminé, on s'arrête là. Sauf si vous aviez hypothéqué votre maison, etc. Mais ça dépend des engagements que vous aviez pris, mais si vous n'avez pas pris d'autres engagements, on s'arrête là. Le RSI, l'URSSAF, en tout cas tout ce qui touche aux charges sociales, c'est quelque chose où on ira le prendre partout. On ira le prendre même dans votre tombe s'il faut. D'ailleurs, je crois que si vous mourrez, on va aller chercher chez vos enfants. Vous vous rendez compte comment c'est dégueulasse? On va aller chercher l'argent des gens qui se sont suicidés, on va aller le chercher auprès des descendants, auprès de la famille restante. C'est vraiment une honte. On oublie complètement le but premier du truc. Les charges sociales, c'est là pour t'aider si t'as un coup dur. Là pour t'aider si tu dois te faire opérer de l'appendicite, t'es boulanger, tu peux pas aller bosser pendant 2 jours. On te paye, voilà, grâce à ça. Et ben on a poussé des gens au suicide pour ça. Vive la République! Vive la France! Et aujourd'hui, en plus, quand on voit les excès des gens qui vont se mettre en arrêt maladie parce qu'ils ont mal au ventre, ou ils vont se mettre en arrêt maladie parce que c'est vendredi, ils veulent partir en week-end plus tôt, et ben on a poussé des gens au suicide pour payer ça. Pour le RSI, il faut savoir qu'il est calculé, on va dire, sur le niveau de salaire. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, dans ta société, si tu veux la développer et qu'au début, pendant 2, 3, 4 ans, tu te payes pas, ou tu te payes avec un autre emploi, bah, tu vas quand même payer du RSI. Ouais, tu te payes 0, mais tu vas quand même payer du RSI. Toi, tu fais un effort pour développer ta société. L'État, lui, son but, c'est de gratter le plus vite possible. Donc, aucun effort. Même si une boîte qui tourne, normalement, ça devrait leur rapporter, puis ça va leur rapporter encore plus après, si la boîte grossit, si elle embauche du monde, si elle paye beaucoup d'impôts, si elle paye une cotisation foncière importante, et ben non, ils s'en foutent. Le but, c'est de gratter le plus vite possible. Comme ça, si jamais tu pars, ils auront encore un dernier coup à la liquidation, mais au moins ils auront gratté tout ce qu'ils ont pu. Pendant la période Covid, tous les gens qui n'ont pas pu travailler, certains ont été dédommagés, par exemple comme les restaurateurs, mais il y en a d'autres qui ont dû fermer et qui n'ont pas forcément été dédommagés. Sur cette période, il faut savoir qu'ils ont payé du RSI. Et ils n'ont pas payé un RSI qui était minoré, voire majoré, parce qu'ils en seraient capables, de payer le même RSI que d'habitude. Alors que pourtant, il n'y avait pas de boulot. Donc par exemple, il n'y avait pas de risque d'accident du travail. Alors certains vont me dire, oui, le RSI que tu payes en février, c'est pas forcément pour ton mois de février. Il y a un certain décalage. Mais bon, il y aurait pu avoir une rétrocession, il y aurait pu avoir une régulation. Rien du tout, le RSI reste exactement au même niveau. Il y a eu un échelonnement qui a été proposé, mais aujourd'hui il y a énormément de boîtes qui coulent parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser leur PGE, mais aussi parce que le RSI, qui a été arrêté pendant à peu près un an et demi, est reporté aujourd'hui et donc ils payent double RSI. Pour un RSI qui n'était pas justifié à l'époque, en tout cas pas sur sa totalité, parce que par exemple il n'y avait aucun risque d'accident du travail. Le plus incroyable d'ailleurs, c'est que malgré ces sommes énormes qui sont versées, les entrepreneurs en voient très rarement la couleur. Comme je vous disais avant, il y a beaucoup de boîtes où c'est des TPE ou des PME. Quand vous êtes à 2, 3 ou même tout seul dans votre société, à quel moment vous allez vous mettre en arrêt maladie ? À quel moment vous allez vous arrêter? Donc ces gens-là payent un pognon de dingue. Ils payent en plus pour leurs salariés quand ils en ont, mais en plus ils n'en touchent jamais les retombées ou que très rarement. Et maintenant, bouquet final. Si je prends mon cas, vous allez voir, l'exemple est énorme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la vente de notre magasin avec ma femme, on va payer à peu près 50 000 € de taxes sur cette vente. Chiffre qui est déjà hallucinant, qu'on ne sait pas d'où il est sorti, mais bon, c'est le chiffre qu'on avait prévu, pas de mauvaise surprise, on est en France, on savait à quoi s'attendre. Sur ces 50 000 €, il faut savoir qu'on va payer 40 000 € de RSI. Sodomie, S-O-D-O-M-I-E. Parce qu'en gros, ce qu'on récupère est quasiment considéré comme du salaire, alors que c'est pas du tout le cas, c'est une vente, mais bon, on va quand même payer 40 000 € de RSI là-dessus. Il faut savoir, comme on est entrepreneur, on n'a pas droit du tout au chômage. Donc pareil, on le savait, on avait prévu le coup avant. Mais voilà, maintenant qu'on est arrêté, maintenant qu'on n'a plus de boulot, on paye 40 000 balles. Par contre, on n'a rien du tout qui tombe derrière, on n'a pas de chômage, on n'a rien pour vivre, à part ce qu'on a gagné sur la vente. À la rigueur, je comprends, je préfère laisser cet argent à des gens qui n'ont pas de thunes. Mais voilà, on paye pour rien récupérer. En plus, dans ces 40 000 €, il y en a qui vont servir peut-être pour notre retraite.
Sauf que j'en parlais avec le comptable, je lui disais, mais avec cette somme qu'on paye, on va avoir une retraite de dingue, une retraite française énorme. Toucher 2000 € sans rien faire quand on sera vieux. Elle m'a dit, non, non, pas du tout. Et de toute façon, on ne fera pas la retraite en France. Mais même si on était encore là, on n'en verrait pas plus la couleur que si on avait payé 500 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper obscur, qui est hyper malsain. Et le seul truc qui fait que ça tient encore, c'est que les salariés ne le payent pas directement. Et ça va péter. Avant-dernier point qu'il faut connaître si jamais un jour vous risquez à vous lancer à votre compte en France, c'est que quand vous êtes entrepreneur, déjà en France, il y a beaucoup de règles à la base, mais vous allez en avoir encore plus. Vous allez morfler. Et ça s'arrête pas là, parce qu'en France, comme on est des champions, la France prend souvent des règles contre ses citoyens ou contre ses professionnels. Si vous regardez par exemple dans l'agriculture, dans la pêche, c'est beaucoup de domaines où la France, pour se faire mousser, pour se faire un peu valoriser, n'hésite pas à imposer des règles qu'ont même pas les autres pays européens. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand vous regardez l'État en tant qu'employeur, donc pour les fonctionnaires, il y a eu beaucoup de fois où l'État a été condamné parce qu'ils n'arrivent même pas à respecter toutes leurs règles, que ça soit en réglementation du travail, pour le temps de pause, la paye, les durées de contrat. Regardez la multiplication des CDD dans l'enseignement qui est absolument hallucinante et puis surtout qui est illégale, qu'on n'a pas le droit de faire en tant que patron normal. L'État n'arrive même pas de toute façon à se confronter à ça. Il l'impose aux entrepreneurs, il l'impose aux petites boîtes, mais eux savent même pas le gérer. Enfin, le dernier point qui m'a marqué moi en tant qu'entrepreneur en France, et je pense que c'est peut-être le plus dur mentalement au fur et à mesure des années, mais je pense aussi qu'il est vraiment bien organisé par l'État en France pour que ça puisse se maintenir, pour que le système puisse continuer comme ça, c'est la méconnaissance de l'entreprise en France à tous les niveaux. J'ai commencé au niveau de l'État. Exemple tout simple, quand tu vois que Arnaud Montebourg, par exemple, était ministre de l'économie, et quand il a quitté le ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une formation pour gérer une entreprise. Mais ça, c'est magnifique. Tu es moniteur d'auto-école, et puis qu'une fois que tu arrêtes le monitorat d'auto-école, tu vas passer ton permis. Non mais franchement, on voit ça où? On voit ça où? C'est un truc de fou. Quand on entend les décisions qui sont prises pour les entreprises, quand tu écoutes parler les hommes politiques, tu vois très bien qu'ils ne connaissent absolument rien au monde de l'entreprise. Ils n'ont aucune notion même de planification. Quand on voit ce qui a été pris par exemple comme mesure pendant le Covid, ils n'ont aucune idée du stock que les gens doivent gérer, de comment il faut gérer longtemps à l'avance, le planning des employés, les jours de pause, etc. Tout ça, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. D'ailleurs, c'est bien simple, quand tu les entends parler, tu as l'impression que c'est eux qui payent. Combien de fois on entend on va augmenter le SMIC? Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était l'État qui payait le SMIC. Quand les gens étaient au SMIC, c'est l'État qui les payait, puis quand ils étaient payés plus cher, c'est les entrepreneurs qui payaient, tellement ils s'accaparent le truc. C'est pas du tout eux qui payent, c'est les entreprises qui payent. Et malheureusement, ils doivent suivre les directives de gens qui connaissent pas le monde de l'entreprise, ce qui est assez incroyable. Malheureusement, au niveau des organismes, je vais dire parapublics, pour les regrouper, c'est pas mieux. Quand tu parles avec le RSI, on en a parlé avant, de toute façon il ne faut pas parler avec ces gens-là. Quand tu parles avec la médecine du travail, mais c'est une catastrophe. C'est des gens mais qui sont à des années-lumière. Vous pouvez répéter la question? Quand tu parles avec la SACEM, c'est un monde à part. Ces gens-là n'ont aucune idée de comment marche une société et de la vie des sociétés. Dites-le vous bien avant de commencer. Et enfin, le plus compliqué peut-être, c'est que le grand public a aucune idée de comment fonctionne une entreprise. Mais pas au-dessus des autres, hein. Moi c'était pareil, j'ai pas fait forcément de formation là-dedans, j'avais aucune idée de toutes les galères, de toutes les taxes, de toutes les charges, de toutes les obligations qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur dans ce pays. Et je pense que c'est un secret qui est bien gardé, parce que ça permet que les gens continuent à vivre de façon insouciante, et puis continuent à penser à eux et sans se rendre compte des soucis que peuvent avoir les entrepreneurs. Mais justement, combien de particuliers font la différence entre chiffre d'affaires par exemple et bénéfices? Combien de fois tu entends, comme je l'ai dit avant, lui ça doit bien marcher vu le monde qu'il y a, vu les prix, ils se font plaisir, ils doivent palper, etc. Vu la voiture qu'ils ont, ça doit y aller. Enfin, les gens n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Si tu regardes les commentaires sur Facebook par rapport à des publications d'entreprises, ou si tu regardes les avis sur Google, maman. Faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs incroyables. Combien il y a d'idiots qui confondent par exemple les jours d'ouverture du magasin et le temps de travail que tu as. Ils se doutent pas du tout que quand tu fermes ton magasin, par exemple si ton magasin est fermé le mardi matin, ce temps-là c'est parce que tu dois faire des factures, c'est parce que tu dois remplir tous tes papiers du RSI, c'est parce que tu dois envoyer les papiers d'arrêt maladie de ton employé, etc. Tu dois gérer tout un tas de galères. Les gens ont aucune conscience de tout ça. Et ça c'est quelque chose de typiquement français. Si tu vas par exemple aux États-Unis, dans toutes les classes, ils ont
une éducation à gérer une société à différents niveaux. Ils vont pas leur demander de faire un business plan en maternelle, mais il y a déjà une sensibilisation dès tout petit à gérer une société, à organiser le travail de tout un groupe, à communiquer autour d'un projet, autour d'un produit, à gérer des relations de entrepreneurs salariés, entrepreneurs clients, et je trouve que c'est quelque chose de très important, de très sain. En plus ça montre aux gens, ça peut créer des vocations, et par contre on aurait des gens qui seraient beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans les sociétés, donc des meilleures relations employé-employeur et des meilleures relations client-société. Encore une fois, donner accès à ce savoir-là au grand public, je pense que ça peut être dangereux pour l'État. C'est pas être complotiste que de dire ça. Si tu regardes le mot à la mode, je trouve en ce moment, quand on regarde les infos, c'est profiteurs de crise. En ce moment, les profiteurs de crise, c'est Total, c'est les pétroliers, etc. Mais je peux te dire que quand je vendais un vélo dans mon magasin, la personne qui gagne le plus à chaque vélo vendu, c'est pas mes frais d'essence, c'est pas Total, c'est vraiment l'État. Quand je vends un vélo, par exemple, à 1000 €, l'État récupère 20% déjà pour la TVA. En plus, il va récupérer 40% minimum, voire 60% si c'est pour un salarié, du salaire qui sera dégagé de ce vélo. Il va récupérer encore diverses taxes de ce qui va rester sur le bénéfice qui sera déclaré, et en plus il aura fait la même chose chez mon fournisseur avant. Donc dans beaucoup de produits, je peux te dire que le profiteur de crise, c'est vraiment l'État. Je vois déjà certains me dire en commentaire, oui mais bon, cet argent c'est pas pour de l'enrichissement personnel, c'est pour faire marcher les hôpitaux, les routes, les écoles, etc. J'ai envie de te dire, est-ce que tu en es bien sûr? Et pour quel résultat? Franchement, pour quel résultat, vu tout ce qu'on a cité avant, et vu tout ce qui va se passer dans les prochaines années? Mais c'est de la merde! Surtout qu'avec l'inflation, il faut pas oublier que si l'État gratte un certain pourcentage sur ton produit à 1000 €, comme aujourd'hui il vaut 1200 € ou 1400 €, ils vont gagner encore plus qu'avant. Un point qui est aussi de plus en plus inquiétant en France quand tu es entrepreneur, mais à la rigueur même quand tu n'es pas à ton compte, c'est l'état du marché du travail. Et perso, je le trouve vraiment pourri. Quand je parle dans mon entourage, il y a très peu de gens qui sont contents de leur boulot en France, de leurs conditions de travail, de leur salaire, etc. Et je pense que c'est un tout. On fait peser beaucoup de choses sur les entrepreneurs, donc ils sont vraiment à cran. Ils ont très peu de marge, donc ils peuvent pas se planter. Il faut vraiment que la personne qu'ils embauchent leur permette de rentrer dans leurs frais, voire même de gagner un peu plus d'argent, sinon ils ont fait ça pour rien et c'est un coup à couler la boutique. Et pour le salarié, c'est un peu pareil. Au final, comme l'entrepreneur paye déjà tous les prélèvements, le salarié reçoit un salaire qui paraît tout petit. Si tous les mois on lui donnait 3000 €, 4000 € et après il se débrouille de payer ses prélèvements, ses impôts, ses taxes, etc., le gars voit combien il coûte tous les mois. Il va se dire, putain, pour 4000 balles, effectivement, mon patron, il faut qu'il vende des croissants à 1 €, 1,50 € pour payer mes 4000 €, je vais peut-être me décarcasser. Par contre, si le gars il gagne le SMIC, voire même moins que le SMIC, parce que c'est possible maintenant avec le prélèvement à la source, si tu as ton conjoint qui gagne beaucoup, tu peux gagner le SMIC, moins ton impôt sur le revenu qui est directement déduit. Il y a des gens qui vont bosser pour 800, 900 € pour un temps complet. C'est miséreux. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais m'emmerder à bosser, à travailler, à faire du bon taf pour gagner 800 €. Moi, je vais me la couler douce, mon employeur, il me donne que 800 €. En réalité, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir, je suis sûr que dans des cas très extrêmes, l'employeur va payer plus de charges sociales que ce qu'il va donner de salaire à l'employé. Tu te rends compte du truc? Tu te rends compte comment ça fausse la relation employeur-employé, comment ça peut flinguer la motivation au travail. En plus, on en revient toujours au même point, mais avec toutes ces règles qui existent, c'est quasiment impossible d'être complètement à 100% dans les clous à chaque fois. On l'a dit, même l'État n'arrive pas à le faire. Donc c'est très facile pour un salarié de foutre son patron au prud'homme et de le faire condamner, même si celui-ci n'était pas forcément mal intentionné. Donc là encore, ça fausse la relation. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui disent qu'ils n'embaucheront jamais. C'était mon cas, je souhaitais vraiment pas embaucher. Parce que c'est vraiment un coup à te tirer une balle dans le pied si ça se passe mal. Je suis en train de lire un livre sur le licenciement. Je suis au chapitre 2, j'ai déjà tout compris. Voilà, on arrive à la fin de cette partie. Franchement, ça fait du bien. Désolé, c'était un peu long, mais je pense que c'est important qu'il y ait beaucoup de témoignages comme ça sur Internet, parce que c'est pas des choses qu'on va mettre en avant ni à l'école, ni dans le discours officiel à la télé ou dans diverses formations, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe. J'ai essayé de vous donner des exemples, moi, de mon expérience personnelle. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres infos ou si vous avez des témoignages, à les mettre juste en dessous. Est-ce que malgré ça, ça vaut le coup de se lancer d'ailleurs à son compte en France, de vous poser la question? Si c'est le cas, personnellement, j'ai envie de vous dire, ne le faites qu'en dernier recours. Si vous êtes très passionné par votre domaine, parce que vous allez y passer un nombre d'heures pas possible pour gagner 3 fois rien, donc la passion va peut-être vous aider à tenir. Par contre, si c'est pas un milieu qui vous passionne, abandonnez tout de suite. Et surtout, faites-le en France que si vous n'avez pas le choix. Si comme moi, vous habitez en Alsace, faites 30 bornes et faites-le en Suisse.
Faites-le au Luxembourg si vous êtes en Moselle, faites-le en Espagne si vous êtes dans les Pyrénées, faites-le en Italie si vous êtes dans les Alpes, mais si vous avez les moyens, ne le faites pas en France. S'il n'y a pas la famille qui vous retient ou une autre raison, n'ouvrez surtout pas une entreprise en France, vous me remercierez, en tout cas ne le faites pas en ce moment. Attendez, on va être optimiste, attendez 10 ans. Mais voilà, surtout ne vous lancez pas là-dedans. Blanc, rouge, je suis François le Français. Bleu, blanc, rouge, François le Français. En conclusion de cette vidéo, je sais même pas si je vais en faire parce que je pense que la liste était assez parlante. Il y a énormément de facteurs qui nous amènent à quitter la France. On le fait sans déception, je pense que c'est une opportunité aussi de découvrir un autre pays. Franchement, on n'aura pas la chance de le faire tous les jours dans notre vie, donc on est content de notre parcours en France. On n'est pas le pire pays du monde, hein. C'est sûr qu'on n'est pas un pays en guerre, on n'est pas un pays où on est des esclaves, ouais, quoique ça dépend de votre statut dans la société. Si vous êtes entrepreneur, la question se pose, mais voilà, on a un pays où il fait quand même relativement bon vivre. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de points d'amélioration, et surtout, si vous voulez vivre de votre propre travail, si vous voulez être votre propre patron, c'est pas forcément le pays que je vous conseillerais. J'espère que malgré la longueur, ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.